Bonjour à tous, Twitch épisode 2 après un premier épisode pollué, il faut le dire, par les trolls et la vulgarité. Mais si je suis encore là, c'est parce que je pense que Twitch, ça peut être autre chose. Et d'ailleurs, je voulais vous remercier, vous, tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien et d'encouragement à persévérer. Merci également à mon confrère Samuel Etienne qui a brillé par son élégance. Mais je ne suis pas étonnée. Et pour les trolls, si vous êtes encore là, on peut peut-être essayer de construire quelque chose de solide ensemble. Si vous avez des questions, si je peux être utile en quoi que ce soit, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça. On va commencer par reparler de la conférence de presse que vous avez peut-être suivie hier. L'énième conférence de presse du Premier ministre et du ministre de la Santé. En gros, si on résume, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Pas-de-Calais est confiné le week-end. Jusqu'à présent, c'était Dunkerque et il y avait Nice aussi. Et certains se sont étonnés que le Pas-de-Calais soit le seul à être confiné le week-end parce que, par exemple, dans le département de la Seine-Saint-Denis, près de Paris, l'incidence, ça veut dire le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants, était le même que dans le Pas-de-Calais, 406 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Mais le gouvernement a justifié sa décision en disant que, c'était beaucoup plus chaud à l'hôpital dans le Pas-de-Calais qu'en région parisienne, qu'il y avait beaucoup plus de tension dans les services hospitaliers, et que s'ils reconfinaient la Seine-Saint-Denis, il fallait reconfiner toute l'Île-de-France parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui traversaient les départements, ne serait-ce que les transports, qui sont vraiment sur plusieurs départements à la fois dans la région francilienne. Donc pour l'instant, l'Île-de-France y échappe. Et puis, vous avez aussi à noter 3 nouveaux départements, Hautes-Alpes, l'Aisne et l'Aube, je ne sais pas si vous venez de là-bas, mais qui vont être touchés par une surveillance renforcée. C'est un joli mot, il y en a 23 en tout désormais. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que si vous habitez dans ces départements, si vous voulez faire vos courses, par exemple, dans des centres commerciaux énormes, de plus de 10 000 m², ce sera plus possible, que vous allez peut-être être obligé de porter le masque dans des zones urbaines situées dans ces départements, et que le préfet pourra prendre des décisions localement pour dire s'il y a trop de monde, on réglemente, on dit qu'il ne faut pas qu'il y ait tant de plus de personnes dans cet endroit, ou encore qu'on ferme cet endroit. Voilà. La contrepartie, c'est que pour ces 23 départements dits sous surveillance renforcée, il y aura plus de vaccins, 135 000 vaccins en plus, et ce week-end, le gouvernement a prévu vraiment d'augmenter la cadence. Ils ont demandé à toutes les agences régionales de santé de se mobiliser, et pas que dans les 23 départements. Ça va être clairement chaud de s'organiser pour eux, puisqu'il y a des centres qui vont ouvrir de vaccination, qui vont être ouverts y compris le dimanche. Ils ont demandé à élargir les horaires d'ouverture. Je sais que la mairie de Paris, ils ont demandé un appel un peu en urgence à tous les infirmiers et médecins libéraux qui voulaient bien se rendre dispo ce week-end de se manifester. Donc voilà pour les vaccinations. Et puis on a aussi appris qu'en plus des médecins généralistes, vous savez, qui ont commencé la semaine dernière la vaccination, il y aurait les pharmaciens qui vont entrer en piste. Et ça, alors, il y a un petit couac, parce que ce matin, il y avait le ministre de la Santé sur BFM TV qui a dit que le décret était publié aujourd'hui et que c'était dès aujourd'hui. Sauf que hier soir, le Premier ministre disait ce serait la semaine du 15 mars. Donc, j'ai toujours pas compris qui il fallait croire. Mais j'ai posé la question à la Direction générale de la Santé, je vous dirai ce qu'il en est. Et ça va permettre d'accélérer, parce que les pharmaciens, ils sont très habitués à vacciner, notamment contre la grippe. Je crois qu'ils ont fait 3,7 millions de vaccinations cette année, et ils ont été capables de vacciner jusqu'à 1,3 million Français en une semaine. Donc ça pourrait être un bon motif d'accélération. Je dis que mon micro grésille un peu, on va essayer de régler ça. Merci pour le signalement. Je ne suis pas une pro du son, mais voilà, j'espère que ça va régler le truc. Il y a pas mal de questions aussi, je vois, sur la situation à Marseille, où ça va mieux. Ils l'ont dit hier, il y a encore 20, les 20 départements qui y étaient, dont les Bouches-du-Rhône sont toujours concernés, mais ça va mieux à Marseille. On pourra poser tout à l'heure la question à Guillaume Rosier, qui a son site Covid Tracker. Il pourra nous faire un gros plan là-dessus si vous voulez, si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire si vous voulez avoir un gros point dans la région où vous êtes, pour savoir où on en est. Et d'ailleurs, je voulais qu'on appelle Guillaume, parce qu'aujourd'hui,
si je ne me trompe pas, ça fait 1 an que son site a vu le jour. Alors je crois qu'au début ça ressemblait pas du tout à ça. Juste avant, je vais répondre à la question de Aladin 1966 qui nous dit à quand la vaccination obligatoire du personnel dans les EHPAD. Pas tout de suite, pas tout de suite, a dit le gouvernement, même si c'est un sujet, parce qu'on a eu des chiffres sur la vaccination des soignants en général en France. On est à 1/3 seulement des soignants vaccinés. Et dans les EHPAD, je crois qu'on est à 40% du personnel médical. En revanche, les résidents, eux, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont plus de 80% à avoir reçu au moins une dose et 60% les 2 doses. Mais c'est vrai que le ministre a dit qu'il allait saisir notamment le comité d'éthique pour savoir si c'était justement éthique de ne pas se faire vacciner quand on bosse en EHPAD. Et il a dit qu'en fonction des réponses, il ajusterait les décisions, mais que l'obligation n'était pas à exclure. Voilà. C'était la dernière nouvelle du matin. Lyon, super, comment ça va dans la région de Lyon? Je pourrais vous montrer la région de Lyon, mais je vous propose qu'on le fasse avec Guillaume Rosier qui est dispo. Et cette fois, je vais avoir peut-être le son et l'image, parce qu'on fait beaucoup de progrès en peu de temps, j'espère. Hop, on va l'appeler. Et ça va marcher cette fois ou pas? Bonjour Guillaume. J'espère, bonjour. Est-ce que vous me voyez, est-ce que vous m'entendez? Moi je te vois et je t'entends, c'est bon? Ça marche? J'espère que ça marche, dites-moi si c'est bon. Ouais, Et on avait bah des j'espère. questions. Déjà, joyeux anniversaire. C'est aujourd'hui, non, l'anniversaire du site? Ouais, alors c'est pas encore tout à fait aujourd'hui l'anniversaire du site. En fait, aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon début de travail sur le Covid, c'est-à-dire que le 5 mars 2020, j'ai commencé à faire le tout premier graphique sur le Covid. J'avais pris les chiffres d'une université américaine qui agrège les chiffres mondiaux, c'est Johns Hopkins University, et j'ai fait le premier graphique il y a 1 an pour comparer la France avec l'Italie. À l'époque, on parlait quasiment pas du Covid, c'était vraiment très très lointain. J'aurais dû te Ça demander la commençait à tête de chauffer ton en... graphique, parce que quand on voit le site Ah aujourd'hui, ben, attends, je vais le montrer pour qu'on le voit en même temps, c'est pas trop le même truc. J'imagine que c'était un on peu peut, rudimentaire au début. ah ouais, on peut le trouver sur Twitter pour ceux qui savent manier la recherche avancée de Twitter, vous pouvez aller voir. C'était vraiment, c'était pas beau du tout, le graphique, il était vraiment très artisanal. Mais donc oui, ça fait 1 an, voilà. Et alors, tant de parcours depuis. Et j'ai même vu que hier, j'ai demandé à récupérer les graphiques qui avaient été diffusés dans la conférence de presse. Et je vais le montrer ici. Et on voyait source Covid Tracker. Donc le gouvernement se sert aussi de tes données, alors qu'ils ont quand même un paquet de sites, mais ça, ils te le disent. Oui, oui, ouais, non, ils me le disent pas. Mais alors en fait, c'est carrément là vraiment une capture d'écran de Covid Explorer. C'est même pas, ils ont même pas repris que les données, ils ont carrément pris voilà, une capture d'écran du site. Après, bon, ils ont refait les échelles et le titre pour que ça corresponde à leur charte graphique. Mais donc ça, ouais, c'est Covid Explorer qui est un outil de Covid Tracker. C'est pas la première fois d'ailleurs dans la conférence de presse, la dernière qui avait eu lieu il y a 2 semaines de Jean Castex. Mhm. Ils avaient déjà utilisé Covid Explorer, mais ils s'étaient un peu trompé sur les échelles. Enfin, bon, ils avaient fait quelques petites bêtises, mais ouais, ils l'utilisent. Mais non, ils me préviennent pas, pour info. Ok, il y a J'étais Prout pas au Enflammé courant. qui te demande, j'ai remarqué que ce Guillaume de Covid Tracker est énormément sollicité par les médias, question y arrive, mais n'y a-t-il pas d'autres sites? Si, on a d'autres, on peut les citer, Météo Si, Covid, il y a Excel ouais. Exercice aussi, moi j'ai appris à connaître aussi les sites de geeks en Excel qui s'y mettent. Il y a quoi d'autre? Ah, je connais pas ça. Bah, Hmm. après, il y a les sites publics, c'est-à-dire Géode, qui est le site officiel de Santé publique France. Hmm. Il y a le dashboard du gouvernement, le dashboard de Etalab, qu'on peut trouver très facilement sur Internet. Météo Covid, enfin plein, Germain Le Forestier aussi qui fait plein de Ouais, choses. Enfin, il y a génial vraiment pour plein de l'incidence, il gens. fait des graphes sur l'incidence, ça veut dire le nombre de nouveaux cas, il nous fait notamment une incidence par tranche d'âge, Germain Forestier, et c'est super lisible, parce que c'est un code couleur en fait. On voit quand c'est rouge, ça veut dire que ça va pas. Carrément. Et puis aussi au niveau mondial, il y a plein, par exemple, il y a Our World in Data qui fait plein de choses pour comparer les pays. C'est vraiment super. Le Financial Times, des médias français, Le Monde. Enfin bref, on va pas tous les énumérer, mais il y a plein d'autres super références. Et Prose Enflammé te demande aussi, est-ce que tu es seulement informaticien? Non, tu es ingénieur Je informatique. suis, ouais, officiellement, je suis data scientist, c'est-à-dire, en gros, c'est ingénieur en informatique dans le traitement des masses de données. Donc, comment on traite du big data pour en retirer de l'information utile, pour éclaircir un peu le brouillard de données. Donc, ça, c'est mon métier. Je suis consultant dans une entreprise et je fais Covid Tracker le soir, le week-end, en dehors de mon métier, en dehors de mon activité principale. Et nouveauté, tu n'es plus tout seul.
Ouais, maintenant on est 10, on est une dizaine, enfin il y en a 9 qui m'ont rejoint, qui sont aussi bénévoles, qui font aussi ça le soir, le week-end, pour le plaisir de partager, et qui m'apportent des compétences complémentaires, hein. Par exemple, on a Thomas qui rédige la newsletter et qui fait la communication, on a plusieurs développeurs, on a enfin vraiment des compétences assez diverses. Et tous une vingtaine d'années? Ouais, la très grande majorité, on est entre 20 et 30, voilà, pas que, mais ouais, globalement assez jeune. On a plusieurs questions sur la situation dans les régions. Lyon Super qui nous demandait ça va comment dans la région de Lyon. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide? Ouais, alors je connais pas tous les départements par cœur, hein, mais je peux regarder en Rhône-Alpes. live sur. Ouais, Rhône-Alpes, je regardais en live sur Covid Explorer. Ouais, Euh, alors, dans le Rhône-Alpes, j'ai pas mes on lunettes. a un taux d'incidence qui est en baisse et un taux de positivité qui est en baisse aussi. Donc, ça va plutôt mieux depuis 2 semaines. On a eu un pic fin février. Et depuis, voilà, notamment le taux de positivité, il diminue. Donc, c'est plutôt bon signe. Ok. Euh, Et à ouais, l'hôpital, donc tu peux voilà. faire. T'as aussi une situation. Là, si je clique sur dashboard, on peut faire les régions, les départements. Je vais faire le département. Ouais, Et... alors je vois pas en live en fait ta capture, Non, non, non. donc Mais je te fais tu peux confiance. nous dire comment c'est? Ah oui, oui carrément. Donc en Auvergne-Rhône-Alpes, on a dit. Ouais. Alors au Ah, niveau hospitalisation. hospitalier, ouais, au niveau Et nombre hospitalisation, de cas on aussi, a, c'est déjà pas mal. ça va plutôt pas trop mal. Enfin J'ai pas bon, mis mes tous les lentilles, je vois rien du départements. tout. Alors en fait, tous les départements, toutes les régions françaises sont globalement sous tension, hein. Le virus circule beaucoup, on a beaucoup de formes graves, on n'est jamais vraiment sorti de la deuxième vague sanitaire, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de formes graves, beaucoup d'hospitalisations, beaucoup de décès depuis octobre-novembre. Mais l'Auvergne-Rhône-Alpes s'en sort pas trop mal Ok. dans les différentes régions, puisqu'on a un nombre de lits occupés qui baisse de façon assez continue en fait depuis décembre, janvier. Donc voilà, ça reste très élevé, mais globalement, ça va plutôt dans la bonne direction en Auvergne-Rhône-Alpes. Ok, il y avait une question aussi sur l'Aisne de Marshmallow 24. Bah, je peux déjà te dire que c'était plus chaud parce que l'Aisne, justement, a basculé dans les 23 départements sous surveillance renforcée. Il y avait ce qu'on appelle le taux d'incidence, le nombre de nouveaux cas positifs pour 100 000 habitants, qui était au-delà de 250, au-delà du seuil d'alerte maximal. Donc là-bas, ça chauffe un peu. Il faut voir après les dynamiques. Ça, tu permets aussi de le voir par département, comment ça progresse en une semaine. Ouais, carrément. Dans l'Aisne, c'est vrai que ça a beaucoup augmenté, hein. Je regarde par exemple le taux de positivité. Le taux de positivité, c'est la proportion des tests qui sont positifs. Et donc évidemment, si on a un taux de positivité élevé, ça peut vouloir dire que le virus circule plus ou alors qu'on dépiste moins. Même si ça dépend du Euh, niveau de et, test, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Mm. Mais donc dans l'Aisne, on était fin février, on était autour de 8%, et puis le taux de positivité a augmenté. Aujourd'hui, il est à 10% à peu près. Ouais. Voilà, l'évolution sur les derniers jours elle est plutôt stable, donc c'est plutôt voilà, plutôt rassurant, mais ça a augmenté les dernières semaines, ouais. Ok. Merci beaucoup. Et Toulouse? Et Toulouse, quel est le département de C'est Toulouse? Jack. Jack de 24 375. Ok, donc on peut regarder Haute-Garonne. l'Occitanie ou la Ouais. Haute-Garonne ou Ouais. l'Occitanie, ouais. Tac. Alors Occitanie, je regarde sur Covid Explorer. Tac, tac, tac. Hop, hop. Enfin, d'une manière générale, l'ouest de la France est un peu moins touché, hein. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais et d'ailleurs, il y avait une étude de l'Institut Pasteur qui est sortie il y a 2 semaines qui montrait la proportion de gens Ouais. dans chaque région, Qui ont été voilà, touchés. qui étaient immunisés, qui ont été touchés depuis le début de Mm. l'épidémie. Donc, on ne sait pas exactement le nombre, hein, puisqu'on dépiste pas assez, notamment au début, on dépistait très, 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 très peu, donc on détectait très peu de cas. Mais donc là, ils ont fait une étude à partir des hospitalisations et de la probabilité d'être hospitalisé si on est malade. Et c'est vrai que l'Ouest est globalement moins immunisé d'après leur Ouais. étude, Et ils savent et pas trop l'Est est un expliquer peu pourquoi, plus. surtout. Ouais, Mm. bah ouais, on C'est sait pas vraiment trop intéressant. Il y a pourquoi. peut-être une histoire de climat. Enfin, ils réfléchissent à plein de trucs, mais c'est vrai que, par exemple, en Île-de-France, on est à 30% des personnes qui ont eu le Covid en moyenne, hein, c'est une estimation de l'Institut Pasteur. Et en Bretagne, on est seulement à 5%. C'est 6 fois moins en Bretagne. On a plein de questions. Alors, est-ce que sur le site, il y a des infos sur la moyenne d'âge des cas en réa et de décès? C'est Ilias qui nous demande Ouais, ça. ouais, alors j'y réponds juste après. En Occitanie, juste pour répondre à la question de Toulouse, Ouais. donc on a une situation qui est un peu meilleure. On a un taux de positivité en Occitanie qui est de 5,4%, alors qu'il est de 7% en France. Donc voilà, donc globalement, le virus circule un peu moins en Occitanie qu'ailleurs en France.
voilà, même s'il circule toujours beaucoup, hein. Maintenant, pour répondre à la question d'Elias, je crois. Alors oui, Ouais, on a des infos sur donc les tranches d'âge, hein, c'est ça, en réanimation ouais, moyenne d'âge, à l'hôpital. réanimation, décès, tout ça. Alors, on ne peut pas avoir la moyenne d'âge exacte parce qu'en fait, Santé publique France, enfin Covid Tracker utilise des données de Santé publique France, hein, qui sont officielles et publiques. Mais Santé publique France ne donne pas l'âge de chaque personne admise en réanimation ou admise à l'hôpital. Mais en fait, on a des tranches d'âge. Donc, par Mm. exemple, entre 50 et 60 ans, 60 et 70. Et donc, on ne peut pas calculer la moyenne exacte, hein, puisqu'on ne sait pas quelle est la répartition dans ces tranches d'âge. Mais il y a enfin, il y a quand même des choses intéressantes à voir et qui nous étonne un peu ces dernières semaines. Notamment, on a une augmentation des réanimations depuis 2-3 semaines. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens Ouais, qui occupent des on le lits voit en là. réanimation ou soins intensifs. Mm. D'accord. Et voilà. Et donc ça, on se pose des questions parce qu'en fait, quand on regarde à l'hôpital, d'une manière générale, donc pas uniquement les réanimations, mais l'hôpital en général, enfin pour les patients Covid, on n'a pas cette augmentation. On a même une diminution, enfin une stabilisation des admissions. En tout cas, ça ne monte pas. Donc on se pose des questions. A priori, ça peut être un effet de la vaccination, puisqu'en fait, les plus de 80 ans qui Ouais, sont les plus vaccinés, en fait, représentent une grosse je vais partie des montrer un personnes truc qui là. sont Mm. hospitalisées. Par contre, ils vont rarement en réanimation pour des questions médicales, apparemment. C'est des personnes plus fragiles qui sont moins souvent admises en Bah, parce que c'est réanimation. lourd la réanimation. C'est hyper Voilà, invasif comme traitement. ouais, voilà, tout à fait. Et donc, ça permet de faire baisser la courbe des hospitalisations, mais pas des réanimations, puisque les réanimations, c'est des plus jeunes qui ne sont pas vaccinés. Donc, ça continue d'augmenter. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, parce que c'est l'une des bonnes nouvelles de la conférence d'hier, c'est que sur le graphique qui s'est inspiré de ton site, enfin qui a même copié-collé ton site, on voit l'évolution du taux d'incidence des plus de 80 ans, donc c'est les plus fragiles, ceux qui sont les plus à risque d'en décéder, et on voyait que ça a bien baissé. Ça a baissé, je crois, 18% en 2 semaines, l'incidence dans cette classe d'âge. Et donc, on peut y voir, pour beaucoup, le premier effet de la vaccination. Parce que, comme je vous le disais en préambule, dans les EHPAD, la vaccination, ça s'est bien mis en place. Plus de 80% des résidents vaccinés avec au moins une dose. Et une bonne partie des plus de 80 ans y vivent. Donc, ça, c'est pour le point positif. On avait plusieurs questions. Le taux de vaccination en France par rapport au reste de l'Europe, ça tu fais aussi? Tu as Vaccin Tracker aussi? Ouais, j'ai Vaccin Tracker. Et alors, pour comparer les pays entre eux, j'ai mis un module de Our World in Data qui fait un travail formidable sur les différents pays. Donc, déjà en France, on a 4,8% des Français qui ont reçu une dose de vaccin, Mm, une ou deux doses de vaccin. mm. Donc, hein, c'est encore trop faible pour avoir une immunité collective. Donc, globalement, on est assez proche des autres pays européens, tout simplement parce qu'on reçoit tous On est là, le nous. même nombre de doses Ouais. en proportion à notre population, hein, bien sûr. Mais on est quand même légèrement dernier. Je n'ai pas regardé les données d'hier, mais de mémoire, on est quand même derrière l'Italie et l'Allemagne, notamment, en termes de Bah, sur nombre. le Ah non, on est dernier, là, tu vois, je repassé. vois, on est passé devant, là. On est juste devant l'Italie, euh, devant l'Espagne, mais il derrière faut, il faut regarder. Ouais, l'Allemagne. mais il faut regarder le module d'au-dessus parce que celui-là, il prend pas en compte la population. Donc, si tu remontes juste un tout petit peu. Là, je prends la totale des doses, tu veux? Le total des doses Non, non, par rapport non, tu remontes sur pour la 100 page. habitants. Voilà, c'est ça. Ouais. Et parce que voilà, il faut regarder par rapport à la population. Et donc là, on est Et là, tu as derrière raison, on est l'Italie et on est derrière derrière l'Allemagne. l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne. On est à 7 doses administrées pour 100 habitants, alors que, par exemple, l'Espagne, si j'arrive bien à lire, est à 9. Ouais, ok. Donc voilà, Mais bon, c'était pour répondre. ça reste relativement proche, enfin, parce qu'on est des pays européens et qu'on reçoit les mêmes doses par rapport à notre population. Et puis, on reste bien derrière l'Israël, hein. Là, on peut voir, ils sont à pratiquement 100 doses administrées pour 100 habitants. Ouais. Et les États-Unis aussi 63. Voilà, nous, on est beaucoup plus bas, on est à 7-8 doses. On a répondu à la question de Bridosor. Nightlex nous demande comment est-ce que tu fais pour récupérer les données par région? Tu pompes le site de Santé publique France, il y a des données qui sont publiques de toute façon. Ouais, alors en fait, ils ont mis en place ce qu'on appelle un open data, c'est-à-dire que les données, elles sont publiées de manière libre et gratuite sur une plateforme qui s'appelle data.gouv.fr, qui est la plateforme officielle de l'État français pour publier des données. Et donc, c'est des données sous forme de fichiers CSV, c'est un peu comme des Excel, hein, c'est des tableaux. Et donc, moi, j'ai des algorithmes qui vont télécharger ces données, qui vont les mouliner, faire des traitements, générer des graphiques tous les jours automatiquement pour mettre à jour Covid Tracker.
Et donc, on a des données pour les différents départements, pour les différentes régions, et puis dans les différentes tranches d'âge aussi en France, sur les hospitalisations, les cas, les réanimations, les décès, etc. D'accord, donc Malheureusement, c'est... on n'a pas encore les données sur les variants. Je me bats depuis 2 mois parce que ça fait depuis le 25 janvier que tous les tests, ils sont retestés, enfin tous les tests positifs RT-PCR dans les laboratoires sont retestés pour détecter la présence de variants. Mm. Donc ils savent normalement combien de variants circulent chaque jour, variants anglais, sud-africains, brésiliens. Et malheureusement, ces données ne sont pas en open data. Donc nous, on ne peut pas faire des graphiques pour voir quelle est la progression de ces variants et puis essayer d'anticiper la situation. Santé publique France nous dit que ça devrait bouger la semaine prochaine et qu'on devrait les avoir en open data. Donc j'espère que ça sera le cas. Ok, bah justement, on avait la question de Lang 57500 qui nous dit on en est où avec le variant sud-africain en Moselle. Je crois que la situation de la Moselle, ça va un peu mieux. Tu me contredis si je dis une bêtise. Pour les variants, je sais qu'au niveau, pour le variant britannique, désormais, au niveau national, on a plus de 60%, c'est ce qu'ils ont dit hier soir. Et je peux peut-être retrouver les données qu'on a reçues ce matin, parce qu'en fait, toutes les semaines, on a un bulletin épidémiologique hebdomadaire de Santé publique France qui résume la semaine d'avant. Et donc là, on a des données après sur les cas, les hospitalisations, les personnes qui vont se faire tester, et maintenant sur les variants. Et si je vous retrouve ça, Ouais, ça et disait en sur les Moselle, alors ça va un peu variants... mieux, hein. Ouais, ça va mieux. Je confirme que ça va un peu mieux. Après, ce qui inquiétait en Moselle, c'était la présence des variants sud-africains et brésiliens. Et là, je parle Ouais. sous le contrôle des médecins et épidémiologistes, mais Mm. normalement, ces variants ne sont a priori pas plus contagieux, hein. C'est le variant anglais qui est plus contagieux. Donc, on ne s'attendait pas forcément à une explosion des cas en Moselle, malgré la présence forte de ces variants. Mais par contre, la présence de ces variants pose question parce qu'apparemment, les vaccins seraient peut-être un peu moins efficaces contre ces variants. Donc, on n'a pas envie que ces variants se propagent. Donc, c'est pour ça que la Moselle a attiré l'attention du Ouais. gouvernement. Et je peux répondre précisément à la question de Lang 757-500, parce que dans le bulletin de Santé publique France que j'ai reçu ce matin, ils disent qu'il y a 9 départements désormais qui présentent plus de 10% de variants sud-africains ou brésiliens parmi les tests positifs, et 54% en Moselle. Donc c'est assez positif, parce que comme ces variants ont la réputation, et c'est tout le problème, d'être plus contagieux, plus transmissibles, notamment parce que le virus va s'accrocher davantage, comme s'il avait un meilleur scratch pour s'accrocher aux cellules. C'est plutôt positif que ça baisse, que ça prouve que les habitants ont vraiment fait attention en Moselle, alors même qu'ils sont sûrement par un virus plus contagieux. Je vais essayer de remonter les questions, j'en ai oublié. Oji Dudu nous disait pourquoi on est les seuls dans le Pas-de-Calais à être confinés. Deux critères, en gros, annoncés par le gouvernement. L'incidence, on a dit, nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants, il est de plus de 400 dans le Pas-de-Calais. Et surtout, la tension à l'hôpital, c'est vraiment ce qui explique le reconfinement. Et c'est 4 week-ends, d'après ce que j'ai compris. Comment, Rodesco nous demande, comment les hôpitaux font la différence entre la grippe et le Covid ? Et comment expliquer que le taux de la grippe soit si bas ? Bah oui, je vous avais montré la dernière fois la courbe quasiment inexistante de la grippe cette année. Comment ils font la différence entre la grippe et le Covid ? Bah, tout simplement en faisant un test PCR. En fait, d'habitude, il y avait déjà même les tests pour la grippe, hein. Parfois, on teste des patients, notamment âgés dans les hôpitaux, pour savoir s'ils ont la grippe quand ils arrivent, pour savoir si c'est ça qui a conduit en gros à décompenser leur maladie. Et donc, on distingue avec un test tout simplement PCR qui peut dire si c'est la grippe ou le Covid. Sauf que je vous l'avais dit, pour la grippe, actuellement en France, il n'y a que 22 prélèvements qui ont été testés positifs. D'habitude, c'est des centaines et des centaines. On rappelle que la grippe, en principe, ça fait 10 à 15 000 morts par an. Et là, il n'y a même pas eu de personnes en réa pour la grippe, avec les masques, le lavage de mains, etc. Donc voilà, pour dire que notre situation pourrie n'a pas que du mauvais. Alors, des questions sur les vaccins aussi, on avait... Artekirion nous demande... Avec les données actuelles, est-ce qu'on peut estimer à quelques mois près la fin de l'épidémie ou bien pas du tout ? Bah, moi non plus, moi je m'y lancerai pas en tout cas. Moi non plus. Non, c'est très compliqué, mais en tout cas, on peut dire que ça peut aller que dans le bon sens, grâce notamment au fait que les personnes les plus fragiles devraient être vaccinées. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le gouvernement s'est fixé des objectifs très 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 ambitieux pour la vaccination, parce qu'il disait d'ici mi-avril, on voudrait 10 millions de Français avec une première dose.
Alors nous, on a fait le petit calcul, il restait 42 jours hier, et on a obtenu 162 000 injections à réaliser par jour, donc ça fait un bon rythme, hein, en comptant le samedi et le dimanche, sachant que depuis le début, on a dépassé que 6 ou 7 fois les plus de 100 000 par jour. Mais bon, là, ça va s'accélérer, c'est vrai qu'il y aura les médecins généralistes, les pharmaciens, donc ça peut changer. Mais surtout, après, ils se fixent 20 millions de Français avec au moins une dose mi-mai, donc ça veut dire qu'il faudra accélérer sérieusement la cadence, peut-être 300 Et 000 injections par jour. j'ai aussi le chiffre parce que l'objectif final, c'est de vacciner toute la population adulte, donc Qui le 52 souhaitent. millions de personnes, oui, qui le souhaitent d'ici à fin août, enfin à la fin de l'été, donc août-septembre. Ouais. Euh, et donc, il faudrait injecter 500 000 doses par jour pour atteindre cet objectif. Et comme tu l'as dit, aujourd'hui, on est à peu près à 100 000 doses par jour. Donc, il va falloir accélérer. Après, c'est possible, hein, Ouais, pour la ouais, il y a grippe. des médecins Je qui crois disent que c'est qu'on a possible. vacciné, pour la grippe, à l'automne, on a vacciné plusieurs millions de 3,7 personnes millions en une semaine. juste pour les pharmaciens, et c'était 35% des personnes vaccinées. Eux, ils ont vacciné 1,3 million en une semaine. Juste les pharmaciens. Donc il y a les médecins généralistes, je crois, Ouais, ils sont 30, donc c'est. 35 000 environ. Donc ça, c'est positif. Je remonte un peu vos questions parce que j'ai pas pu répondre à tout. Quelles sont les livraisons de Pfizer et Moderna prévues dans les prochains mois? Combien? C'est parce que je suis qui nous dit ça. Je crois qu'on était 22 millions de doses à recevoir en mars-avril, tout mélangé, hein, je vous dis aussi en AstraZeneca. Alors nous, chaque mardi, en fait, je vais vous expliquer après comment je bosse. On fera un petit Skype avec François Pitrel de mon équipe. Mais tous les mardis, on a un brief avec le gouvernement qu'on n'a pas le droit de filmer ou autre, mais juste avec les conseillers de la Task Force vaccin, ça fait un joli mot, Task Force, ça fait un peu armé, où ils nous disent en gros voilà où on en est, les difficultés pour recevoir les doses, et ils nous transmettent après ce tableau un peu dégueu, je ne sais pas si vous le voyez, où on a le calendrier de livraison prévisionnelle des doses. Et donc là, je peux répondre à ta question sur les livraisons. En gros, pour le mois de mars, au total, depuis le début, on aura 9 millions de doses de Pfizer, 1,5 million de Moderna, 6,4 d'AstraZeneca. Donc ça fait quasiment 17 millions de doses et un potentiel de vaccination de 8 millions de personnes. Sachant qu'ils ont dit que l'objectif, c'était 10 millions, je rappelle, à la mi-avril. Autre question. Les secondes doses des vaccins peuvent être différentes de la première injection. Nunut nous demande ça. Très bonne question. Non, pour l'instant, la Haute Autorité de Santé ne recommande pas. Elle dit juste on doit suivre un schéma vaccinal. Vous savez que pour le Pfizer et Moderna, qui sont les vaccins qu'on appelle à ARN messager, qui vont donner en gros une instruction à notre corps de fabriquer une protéine pour apprendre à reconnaître le virus et se défendre s'il le croise. Et ben pour ces vaccins, le schéma vaccinal, c'est plutôt, on va dire, 3 semaines ou un mois entre les deux doses. En revanche, pour AstraZeneca, c'est beaucoup plus long. C'est 3 mois. En gros, ils ont dit entre 9 semaines et 12 semaines, donc ça fait 3 mois. Et là, la Haute Autorité de Santé a dit en début de semaine, c'est encore mieux, c'est encore plus efficace si on respecte 3 mois. Donc voilà, et en revanche, on ne change pas les vaccins entre les deux. Il y a juste une exception, c'est si on a déjà eu le Covid. D'ailleurs, je vois un sondage, vous dites le ou la Covid. Ça dépend en fait, une fois sur deux, je dis le ou la. Si on veut faire plaisir à l'Académie française, on dit la Covid pour dire la maladie. Parce qu'en fait, le virus de la Covid, c'est le SARS-CoV-2 qui entraîne la Covid. C'est pas le Covid, c'est pas un virus, c'est pas ça devrait être là. Voilà pour l'explication de texte. Et donc, où en étais-je? Je vous disais, oui, l'exception, quand vous avez déjà eu le ou la Covid, selon chacun, vous n'avez pas besoin d'avoir 2 doses. En gros, vous devez vous faire vacciner quand vous êtes éligible, hein, quand vous êtes prioritaire. 3 à 6 mois, en privilégiant 6 mois après le moment où vous avez développé les premiers symptômes. Voilà. Le variant brésilien est apparemment 2,5 fois plus contagieux que le variant anglais. A-t-on des études fiables sur le sujet? Non, on n'a pas trop d'études fiables. On a plus d'études sur le variant britannique. Vous savez, au début, le gouvernement britannique nous avait tous fait peur en disant c'est 50 à 70% plus transmissible. Parce que eux, en fait, ils ont une flambée des cas. Mais il faut expliquer qu'aussi, ils avaient beaucoup moins de mesures restrictives que nous. Les pubs et restos étaient ouverts. Ils ne portent pas le masque dans les collèges, dans les lycées. Donc c'était beaucoup plus ouvert, et donc c'est ce qui pourrait expliquer que nous on n'observe pas sur le terrain la même contagiosité que les Anglais. Là je voyais récemment un médecin qui m'expliquait que c'était pour lui 35%, c'était Mircea Sofonea qui est épidémiologiste à Montpellier. Il disait nous on a fait des études, ce serait 35% plus contagieux pour le variant britannique. En revanche le variant brésilien et sud-africain, on a beaucoup moins d'infos.
Quelles sont les régions les plus touchées par les variants, Guillaume? Il manque de données, Guillaume. Il ne peut pas répondre. Je veux les Santé publique France, Ouais, si vous m'écoutez, on veut les donner ouais. le plus rapidement possible sur les variants, mais donc ils communiquent quand même des cartes. Alors bon, celle d'hier est un peu moins intéressante parce que le seuil, en fait, ils donnent des seuils en pourcentage de présence de variants, et le seuil le plus élevé, c'est plus de 50%. Mm, Mais donc on ne sait pas si c'est 60%, ouais. 70, 80, 90, c'est juste entre 50% et 100%. Et on a un certain nombre de départements, du coup, vu que la tranche est large, on a beaucoup de départements qui sont dans ce cas-là, et c'est globalement, de mémoire, plus le nord-ouest, enfin un peu plus les départements qui sont touchés actuellement, donc un peu plus le nord-ouest, un peu plus le sud-est, mais voilà, on n'a pas non plus des écarts énormes quoi, entre les départements. Ouais, ce qu'on peut dire, c'est que le variant britannique, il est bien implanté, hein, puisque c'est désormais suspecté dans plus de 6 cas détectés sur 10, donc bien plus pour tous les cas qui ne sont pas détectés. Et en plus, pourquoi ça pose problème? Parce qu'en fait, les médecins expliquent qu'on a une énorme charge virale, une énorme quantité de virus quand on a ces variants. Et c'est pour ça qu'ils ont prolongé, vous savez, l'isolement. Ils ont dit maintenant c'est plus 7, c'est 10 jours pour éviter de contaminer trop de personnes en sortant trop vite. Euh, Et je crois aussi, enfin, j'avais lu des médecins qui disaient, des études épidémiologistes, donc je parle sous ton contrôle, mm, mais je crois aussi qu'on a peur que la durée de contagion soit plus longue. ouais, C'est-à-dire le moment où on peut contaminer des personnes soit plus long. D'habitude, c'est 3, 4, 5 jours, mm, enfin, a priori, ouais, moins de 10 jours. Et là, ça pourrait être un peu plus long. Donc, bah, c'est pour je ça, pense que ouais. c'est aussi pour Mm, ça que. exactement. Eurogirls, Corres, où en est-on du protocole sanitaire dans les lycées, les écoles? Parce que je suis perdue avec les annonces de Blanquer à chaque fois. Bah, moi aussi, je suis un peu perdue parce qu'il faut suivre. À un moment, ils avaient dit on ferme la classe quand il y a un seul cas de variant. Maintenant, c'est on ferme la classe dès qu'on a 3 cas, sauf quand c'est le variant sud-africain ou brésilien. Enfin, c'est très compliqué à suivre. Si ça vous dit, une prochaine fois, je ferai venir la spécialiste éducation qui pourra nous éclairer. Ce que je peux vous dire, en tout cas, sur les écoles, pour ce qui concerne vraiment les tests, le sanitaire, c'est qu'ils veulent vraiment mettre le paquet sur les tests salivaires, parce que les dépistages en test avec le coton-tige de 15 cm dans le nez et les résultats antigéniques, donc ça veut dire que vous avez les résultats en un quart d'heure, une demi-heure, ça a fait un flop total, parce que personne n'avait envie de se faire gratter le nez à l'école. Et alors que le test salivaire, craché dans un tube, c'est quand même beaucoup moins contraignant. Euh, Pensez-vous que la courbe de vaccination contagion peut vraiment s'inverser vers IMOS? Bah ouais, franchement, quand on voit le petit graphique que je vous montrais tout à l'heure sur l'évolution du taux d'incidence chez les personnes de plus de 80 ans, ça laisse optimiste, hein, ça rend optimiste. En gros, on dit, si vous imaginez que si toutes les personnes les plus fragiles sont vaccinées, sont protégées. Et deuxième truc, si on se rend compte aussi que le vaccin bloque la contagion, parce que jusqu'à présent on n'en était pas sûr, mais on a des résultats, des études de plus en plus positives là-dessus, notamment en Israël, où ils estiment que ça a bloqué aussi non seulement le développement de formes graves, le fait d'avoir des symptômes super graves, mais aussi le fait de ne pas avoir de symptômes du tout. Enfin, ça a permis d'éviter aussi les formes asymptomatiques après 2 doses. Et donc ça pourrait vouloir dire justement, en réduisant ce que je vous expliquais, la quantité de virus, qu'on est beaucoup moins contagieux, ou même pas du tout. Les autres vaccins, c'est souvent ça. Donc ça, si c'est le cas, nous les jeunes aussi, on aura grand intérêt à se faire vacciner. Les régions les plus touchées, les secondes doses, on a répondu. Est-ce que vous pourriez me faire un point sanitaire de la Corse et des territoires d'outre-mer? Leurs statistiques sont-ils dans la moyenne de la France métropolitaine? Alors je sais que c'est très très chaud à Saint-Barthélemy et à Mayotte, parce que j'ai regardé le tableau de l'incidence hier sur Géode. Tu me dis si je me trompe, Guillaume, mais c'était les départements les plus élevés en France en termes d'incidence. Et on va répondre pour la Corse. Hop. Retour sur le Ouais, site et connecté. Mayotte aussi, hein. Mayotte, enfin, puisqu'on parle des territoires d'outre-mer, Mayotte Ouais. est très élevé aussi. Ma- Et donc là, on parlait enfin, la question portait sur la Et Corse, hein, c'est Mayotte, ça? j'ajoute qu'en plus Mayotte c'est chaud, et c'est chaud parce qu'ils ont transféré aussi beaucoup de patients à La Réunion, donc ça devient très chaud aussi à La Réunion, et il y a des transferts qui sont envisagés pour la première fois de patients entre La Réunion et la métropole, donc ça fait quand même loin, mais là-bas les hôpitaux, j'ai parlé à un médecin qui a été envoyé en renfort là-bas, il me disait c'est très 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 tendu. La Haute-Corse, voilà pour la Haute-Corse. 84 personnes hospitalisées le 4 mars selon le site de Guillaume, 7 personnes en réanimation. Est-ce que l'incidence, l'incidence c'est beaucoup moins qu'au mois de novembre, hein, Ouais, ouais, ouais. ça Enfin, va. globalement, la Corse en ce moment est plus épargnée Mais, que le reste de la France, mais la Haute-Corse me avec un semble taux de plus foncé positivité que aussi qui la... est.
La Haute-Corse me semble plus Ouais, foncée que la Corse du Sud, non? Ouais, ouais, c'est le cas. J'ai ouais. les chiffres 77 exacts en d'incidence. Ah Haute-Corse. ouais, non, c'est énorme la différence entre les Ouais, deux. 77 ouais, d'incidence ouais. pour la Corse du Sud, c'est pas beaucoup. 77, on aimerait bien tous y être au niveau national. En moyenne en France, c'est 222. Donc c'est 3 fois plus. Et en revanche, en Haute-Corse, c'est 180. C'est beaucoup plus élevé. Mais bon, comme là-bas, il Ouais. y a moins de tests. Là, on parle de 46 cas quotidiens. Et, Quand t'as 10 personnes d'un coup, ça fait une flambée, j'imagine. bah, bah, je- ouais, ouais, carrément, je regarde aussi le taux de positivité et on est quand même bien en dessous de la moyenne nationale, hein, puisqu'en France, on est à 7% des tests qui sont positifs. Et en Haute-Corse, on est enfin, en Corse du Sud, on est à 1,7% et en Haute-Corse, on est à 3,6%. Donc, on est bien en dessous de la moyenne nationale, hein. Le virus circule moins en Corse qu'en métropole. Et Outre-mer, tu peux nous dire là où c'est plus chaud pour qu'on réponde complètement à Ezeni 27? Ouais, alors bon, on a Mayotte qui est très élevé, mais qui est sur la bonne voie, hein. Je crois qu'il y a des mesures assez restrictives et depuis plusieurs semaines, ça baisse, le nombre de cas baisse, donc c'est vraiment la bonne voie. Ensuite, on a La Réunion et on a la Guadeloupe aussi qui sont assez élevés avec environ 100 d'incidence, 110, voilà, mais c'est quand même 2 fois plus faible que la France. Et puis ensuite, on a la Guyane et la Martinique où là, ça va assez bien puisqu'on a des taux d'incidence qui sont en dessous du seuil d'alerte qui est 50. Et en fait, c'est les deux seuls départements en dehors des Pyrénées-Atlantiques à être en dessous de ce seuil d'alerte en France, hein. Donc sur les 101 départements français, c'est les deux seuls à être en dessous du seuil d'alerte. Alors, toute autre question de RL Rin qui nous dit: vous avez une estimation de la date potentielle de la réouverture des restaurants? Je suis un patron et si ça continue, je vais me retrouver à la rue. C'est extrêmement compliqué et je crois qu'il y a une partie des restaurants qui vont même ne pas rouvrir. C'est une catastrophe nationale. Moi, j'ai pas de date à vous donner. Ce que l'on peut espérer, c'est qu'avec le printemps, avec la vaccination, ça aille mieux et qu'ils rouvrent au moins déjà les terrasses. Enfin, je veux dire, il y a des moyens de faire des protocoles, je sais pas, en disant 1,50 m ou 2 mètres. Je crois que c'est ce qu'ils font en Espagne où c'est ouvert qu'au déjeuner. En Italie aussi, dans certaines régions. Les régions qui sont classées orange, il me semble, et vertes, ils ont le droit de rouvrir à l'heure du déj, mais avec un très grand espacement entre les chaises. Et puis aussi, il y a cette histoire de passe vert là, auquel réfléchit le gouvernement, de faire en gros une appli où vous pourriez rentrer le fait que vous soyez fait tester récemment, les résultats des tests, et puis, pourquoi pas la vaccination, et de pouvoir ouvrir plus largement. Enfin, je crois que c'est vraiment un projet vraiment naissant. Ils sont en train de voir les outils qu'ils pourraient déployer, mais il y a plein d'idées à construire. Et puis peut-être aussi quand on aura les tests salivaires rapides. Ça, c'est quand même un truc qui pourrait accélérer la réouverture de tous les lieux qu'on a envie de retrouver. Y a-t-il un risque que le vaccin ne soit plus efficace après un certain temps à cause de futurs variants Varimos? Oui, il y a un risque, mais pour l'instant, c'est pas le cas parce qu'on sait que les principaux vaccins, enfin les 3 vaccins pour l'instant autorisés sur le marché, Pfizer, Moderna et AstraZeneca, sont efficaces contre le variant qui est majoritaire, le variant britannique. Et pour ce qui est des variants sud-africains et brésiliens, il y a des études qui sont en cours. Ils sont moins faciles à cerner, ceux-là, parce qu'ils ont une mutation qui s'appelle la E484K et qui est vraiment problématique parce qu'elle pourrait justement nuire à l'efficacité de l'immunité, soit quand on a chopé le Covid, soit quand on s'est fait vacciner. Et donc ça, on n'en sait pas trop. Mais la bonne nouvelle, c'est que tous les fabricants, tous les labos travaillent à une adaptation de leurs vaccins. Et que, en gros, pour les vaccins à ARN, je sais plus, c'était le PDG de Pfizer, il disait que ça peut être très très rapide, en 6 semaines, on peut avoir un nouveau vaccin. Donc ça, c'est quand même pour la bonne nouvelle. Est-ce qu'on sait à l'avenir, Juan nous demande si les moins de 18 ans pourront se faire vacciner? Si oui, quand et par quel vaccin? Pour l'instant, c'est pas prévu, mais je sais que par exemple pour AstraZeneca, il y a des études cliniques qui sont en cours chez les mineurs. Il y a 2 groupes, je crois, dans les études cliniques, un moins de 12 ans, un plus de 12 ans, parce que d'abord, il faut s'assurer que c'est aussi efficace et aussi sécure, aussi sans danger pour les enfants. Donc ça, c'est clair que c'est un premier passage. Les jeunes ont déjà beaucoup de vaccins. Je le sais, pour être une maman de jeunes enfants, il y a un carnet vaccinal déjà assez bien rempli, mais c'est pas exclu, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Est-ce qu'on a des études montrant un effet de la chaleur sur les variants? Non, pas pour l'instant, nous demande DJ Sand. Non, pour l'instant, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. On peut déjà voir que le variant qu'on appelle brésilien se développe dans des pays où il fait chaud, le sud-africain aussi. Donc, je sais pas. Il faudra poser la question
Un virologue, mais pour l'instant pas d'études à ma connaissance. Bonjour, Prime Gaming. Est-ce que sur le site, il y a des infos concernant le fait que si plus vite l'air n'est pas aéré, les cas de Covid augmentent, notamment dans les salles de cours? Non, il n'y a pas d'infos, ça. Sur le site de Guillaume, il n'y a pas d'infos, mais en revanche, il y a... pour le coup, ça, je crois qu'il y a eu un protocole renforcé à l'école en leur demandant d'aérer davantage. Et il y a beaucoup, beaucoup de médecins, notamment un collectif qui s'appelle Du côté de la science, qui réclame des capteurs de CO2 dans les écoles. Ça se fait beaucoup en Allemagne. En gros, c'est une petite machine, ça coûte pas très cher en plus à l'échelle des écoles. Et ça permet de vous dire quand il faut aérer, en fait, quand il y a trop de CO2 dans l'air et quand vous n'avez pas assez aéré. Un délice furtif. Comment se fait-il que certains, comme Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, je vous rappelle, annoncent un retour à la normale à partir du mois prochain? Sur quoi se base-t-il? Bon, c'est quand même une prévision assez politique et pas très scientifique, puisque personne ne peut dire ce qui va se passer dans un mois et demi. Mais il y a des motifs d'espoir, comme je vous l'ai dit. La vaccination des plus fragiles, le printemps qui peut jouer ne serait-ce qu'indirectement sur nos comportements, le fait qu'on va d'abord davantage vivre en extérieur, davantage aérer. Et puis aussi le fait qu'on aura serré la vis et évité la diffusion peut-être du virus trop rapidement dans les régions où ça flambe. Donc voilà. Quels sont les taux de mortalité des différents variants sans intervention médicale, sans hospitalisation et sans réa? Hyper papa. J'ai pas cette donnée. A priori, moi, ce que les virologues m'ont expliqué, les épidémios, c'est qu'il n'y avait pas de mortalité. Enfin, en gros, ils n'étaient pas... pour le britannique, en tout cas, celui qu'on connaît le mieux. Les autres, je me prononcerai moins parce qu'il y a beaucoup moins d'études. Le britannique, il n'était pas plus virulent, plus méchant, mais en revanche, il était plus contagieux. Donc, il allait entraîner davantage de contamination. Et c'est ça qui fout la merde, parce que ça va entraîner davantage d'hospitalisation, davantage de cas graves, et donc davantage de décès. Toujours pas de nouvelles concernant des médicaments pour soigner la Covid. PledgeSky FR, si, il y a des traitements, hein, ils ont fait vachement de progrès, les médecins. Hein. D'ailleurs, pour preuve, il y avait 1/3 de patients en moins en réanimation au cours de la deuxième vague, là, à l'automne, qu'au printemps. Ils utilisent des anticoagulants pour éviter qu'il y ait des caillots de sang, des phlébites, des embolies pulmonaires. Ils utilisent de l'oxygène à haut débit, alors qu'avant, ils avaient tendance à intuber, à mettre les patients en réa beaucoup trop vite. Ils utilisent des corticoïdes. Enfin, il y a pas mal de choses maintenant qui sont acquises. Et il y a des traitements qui sont en train d'être développés. Vous avez peut-être entendu parler des anticorps monoclonaux. Là, ça a fait un peu scandale cette semaine parce qu'il y en a un qui avait eu une autorisation temporaire d'utilisation. Mais en fait, on s'est rendu compte que ça c'était pas du tout efficace. Enfin, bref, il y avait un soupçon de conflit d'intérêt. Enfin, je vous passe c'était compliqué ce truc-là. Mais les anticorps monoclonaux aussi, ça peut être intéressant. Ça consiste à prendre, en gros, les anticorps des patients guéris, on les met en laboratoire, on les amplifie et on les réinjecte à des patients qui sont à risque de développer une forme grave. Donc c'est limité à un très petit nombre de patients parce que ça coûte super cher, que c'est par voie intraveineuse, qu'il faut hospitaliser les patients. Donc c'est pas tout simple. Merci, on déteste BFM, mais on t'adore Margot. Et on se fout un peu de tes cas régionaux et départementaux. Ouais, je réponds aux questions. Pensez-vous que le vaccin de Johnson pourrait être réservé aux jeunes pour accélérer les vaccinations? Ce matin, c'est Farid Lamorlette qui nous dit ça. Ce matin, le ministre de la Santé y a répondu. Il a dit pour l'instant non. Mais pourquoi il est intéressant le Johnson & Johnson? Et on l'appelle aussi le Janssen, hein, c'est la même chose, c'est la même filiale, enfin c'est le même groupe. Parce que ce vaccin, il n'aurait qu'une dose. Il y a des études qui sont en train d'être menées pour voir si c'est plus intéressant, plus efficace de le faire avec 2 doses. Mais pourquoi? Pour accélérer la vaccination chez les jeunes, pour l'instant, non. Ils suivent le calendrier. En gros, ils veulent vacciner les plus fragiles. Là, pour l'instant, on peut dire que c'est tous les plus de 50 ans avec des maladies qui peuvent se faire vacciner. Ça fait quand même du monde. Et après, ce sera élargi. Yann Deutschland, bonjour, je suis breton, expatrié en Allemagne. Ici, on peut acheter des tests à faire soi-même. Sont-ils reconnus en France? Non, pas encore, c'est les autotests. J'ai vu d'ailleurs en Allemagne, eux, vous savez, ils ont eu un confinement beaucoup plus sévère depuis le mois de janvier. Là, ils en sortent, les écoles viennent de rouvrir. Et c'est une situation beaucoup plus différente parce qu'ils fonctionnent par région, en fait. C'est les Länder. Et donc, la chancelière Angela Merkel a dû négocier avec eux. Ça a duré quasiment 10 heures pour savoir ce qu'ils voulaient lâcher, parce qu'eux, ils veulent rouvrir à fond, parce que les habitants n'en peuvent plus, ils sont comme nous. Et Angela Merkel devait un peu temporiser en disant non, on va se reprendre une flambée. Et donc, elle a dit
il faut une incidence de 35 pour contrôler le truc. 35, je vous rappelle qu'on est à 225 en France, donc c'est pas du tout la même chose. Et finalement, les landers ont obtenu que ce soit 50, parce que sinon, il n'y avait pas grand-chose qui allait rouvrir. Ils sont au-delà, d'ailleurs. Tu sais à combien ils sont, l'Allemagne? Ils sont à 60, non, Guillaume? Au niveau de l'incidence, Ouais. je vais regarder, je te dis ça dans Ouais, 20 secondes. merci beaucoup. Et ouais, Mais ouais, ils sont dessus. ils sont au-delà et donc ils ont décidé qu'en gros à partir du 22 mars, il y avait des choses qui rouvraient. Je sais plus ce qui rouvre, notamment les terrasses, des restos, les musées, les cinémas, avec obligation de présenter un test négatif. Et à 100 d'incidence, il faut tout refermer. Donc voilà, nous on n'a même pas ce calendrier un peu qui nous laisse une perspective. Et ils misent en effet sur un dépistage massif par test antigénique et autotest dont vous parlez, donc Yann, une fois par semaine pour chaque citoyen. Il faut rappeler qu'on est quand même l'un des seuls pays où on peut se faire tester gratuitement. Ça coûte une blinde ailleurs. Donc pour l'instant, les autotests ne sont pas reconnus. Ils sont à 68 en taux d'incidence, donc 68 cas par semaine pour 100 000 habitants. Alors qu'en France, on est donc à 220, 230, Ouais. en Espagne, il y a 90, en Italie, il y a à peu près pareil que nous, et au Royaume-Uni, 70. Voilà pour les pays européens. Ok, merci beaucoup Guillaume. Astarion 93, bonjour. Puis-je quitter le pays pour partir à l'étranger sans motif impérieux? La France peut réellement m'empêcher de quitter mon pays? Bah oui, je crois qu'il y a des destinations où on exige vraiment un justificatif. Et je me rappelle de témoignages le jour où ça a été mis en place, de personnes qui même avaient perdu son père en Afrique et on lui demandait un certificat. Alors, il a dû appeler le médecin pour avoir un certificat parce que sinon il ne pouvait pas embarquer dans l'avion. Je pense que ça dépend des destinations. Mais ça, je pourrais vous répondre avec plus de précision la prochaine fois. Price Gaming, ça correspond à quoi exactement le niveau d'incidence? C'est le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants. Le Par nombre semaine. de tests par semaine, ouais. Quand pourra-t-on rejouer en foot, Alex Toulon? Dehors, vous pouvez pas Dehors, je pense que c'est pas officiellement si vous avez un terrain. Je sais pas, moi, mon fils, il joue au foot le mardi à l'heure du déj, mais je sais pas, en salle c'est interdit, mais à l'extérieur je pense que ça pose pas de problème. Allez-vous inviter des scientifiques sur ce live, David Libaud? Bah oui, si vous voulez. Je suis quand je maîtriserai mieux tous les outils, et on pourra faire des sondages aussi sur qui vous avez envie d'avoir. Est-ce que vous avez envie d'avoir un médecin, je sais pas, un généraliste, un pharmacien, un épidémiologiste qui vous explique ce qu'il fait? Gaël Le Gallois, quels sont les effets secondaires des principaux vaccins? Alors, Guillaume, je vais peut-être te libérer parce que c'est ta pause déj, non? Ouais, ça marche. Ouais. Merci mille fois pour ton aide, c'était chouette. Si c'est accepte, on fera appel à toi. Merci à vous. On fera appel à toi pour d'autres sessions, d'autres streams. Ça marche. Avec plaisir. Merci à tous. Bonne journée. Bon après-midi. Ciao. Salut. Voilà. Alors, je vous remets. Et les principaux effets secondaires, ça tombe bien que vous me posiez la question parce qu'on a reçu ce matin, on reçoit toutes les semaines un rapport des effets secondaires. Et en gros, je l'ai imprimé parce que je me doutais qu'il y aurait des questions là-dessus. Mais comme c'est le bordel, comme d'habitude, je ne vais pas le retrouver, donc je vais le retrouver dans mes mails. C'est l'agence du médicament qui l'envoie toutes les semaines. Il y a des centres en fait, de pharmacovigilance dans tout le pays, je crois qu'ils sont une trentaine, et ils sont chargés de faire remonter tous les effets secondaires que les personnes peuvent déclarer, les médecins peuvent déclarer. Je crois que c'est signalement.gouv.fr. Même vous, quand vous serez vacciné, si vous voulez signaler un effet, ça marche comme ça. Et alors, donc 7e rapport pour le Pfizer. Depuis le début de la vaccination, 6960 cas d'effets indésirables analysés. La majorité sont attendus et non graves. Syndrome pseudo-grippaux, fièvre, fatigue, maux de tête. Et c'est plus c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est plus souvent rapporté après la 2e dose de Pfizer, alors que le AstraZeneca chez les jeunes fait beaucoup plus d'effets à la première dose. C'est ce que m'a dit un médecin qui est vacciné. Et des cas de zona continuent d'être rapportés pour le Pfizer. Ces infections sont habituellement fréquentes. Cependant, ce signal sera surveillé. Donc, pas de nouveau signal. En gros, pour Pfizer, ils estiment que c'est des effets, qu'il y en a toujours, qu'il y a des effets. C'est une réponse immunitaire de notre corps, mais qu'ils estiment que c'est attendu, transitoire. Ça veut dire que ça va passer et pas grave. Pour le Moderna, vous savez, on en a beaucoup moins de doses de celui-là. 220 cas d'effets indésirables ont été analysés par les centres rapporteurs.
Réaction locale non grave. En gros, vous avez mal au point d'injection. Et surveillance des cas d'hypertension et d'anomalies du rythme cardiaque. Pas de signal de sécurité avec ce vaccin. Et enfin, le troisième, le AstraZeneca, où il y a eu 1994 cas, quasiment 2000, donc rapportés, analysés. Et là encore, ce que je vous disais, principalement des syndromes pseudo-grippaux, fièvre, courbatures, maux de tête. Et également plusieurs déclarations d'asthme notamment qui seront surveillées. Voilà, mais pas de signal confirmé. En gros, de toute façon, tous les scientifiques avaient dit des effets indésirables, il y en a. Il y en a pour tous les médicaments d'ailleurs que vous prenez. Hein. On le sait pas, mais le paracétamol, le Doliprane, je crois que c'est la première cause de grève de reins en France, ou de foie. Si on en prend trop, ça peut vraiment bousiller le foie. Donc voilà, tous les médicaments, en fait, les scientifiques, ils fonctionnent avec un principe assez simple, qui est le truc la balance bénéfice-risque. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices à la vaccination que de risques? Voilà. Et toi, tu as mangé, Margot? Non, j'ai pas encore déjeuné. Et après, je vais tourner une chronique avec mon binôme, parce qu'il faudra que je vous raconte une autre fois comment on travaille dans l'équipe. Pourquoi j'ai pas de masque, nous dit Chibrolin. Bah non, je suis toute seule là. Je vais le remettre, mon masque, il est là. Je le mets dès que j'ai fini et je vais retourner à mon poste en open space avec des gens en face et autour. Et alors là, je le garde tout le temps. Quelle journée, une question plus personnelle de Enzo 2003. Quelle journée de ces 365 derniers jours retiendrez-vous? Je crois que définitivement ce sera celle du 24 janvier. Ah non, c'est pas 365 derniers jours, c'est un petit peu avant. J'ai le droit ou pas? C'est celle du 24 janvier 2020. J'avais fait une journée de psychopathe avec des plateaux depuis tôt le matin. J'étais allée tourner un reportage à l'Institut Pasteur sur justement comment les premiers prélèvements suspects arrivaient et comment ils avaient mis au point un test pour détecter le virus. Parce qu'au début, on rappelle qu'on ne savait pas le détecter. Hein. Il fallait d'abord faire la carte d'identité du virus, etc. Et au bout de cette journée, vraiment de merde, on peut le dire, il y a eu un texto du ministère de la Santé pour nous inviter à une conférence de presse. Et en gros, la ministre avait dit à l'époque « Je m'exprimerai que s'il y a un cas confirmé ». Et il y avait eu des rumeurs avec un papier notamment de Sud-Ouest qui disait « Il y a eu le premier cas confirmé qui s'est présenté chez SOS Médecins à Bordeaux ». Et là, je me suis dit « Bon, bah, c'est bon, il y a un cas ». On a foncé là-bas et puis à 20h30, ils ont annoncé non pas un, mais 2 cas. C'était un couple de touristes chinois. Et après, le lendemain, ils en ont annoncé un 3e. Et c'était les premiers cas sur le sol européen. Donc là, c'était le début d'un bon marathon pour moi. Parce qu'avant, je faisais plein de reportages. Mais j'avais quand même la majeure partie du temps quelques soirées chez moi avec mes enfants. Mais à partir de ce moment-là, ça a été un peu fini. Voilà pour la question perso. Sticky Rice. Est-ce qu'on aura la possibilité de se faire vacciner avec le vaccin chinois, qui est un vaccin traditionnel? Oui, que si il dépose en fait un dossier à l'Agence européenne du médicament, qui est la seule à pouvoir autoriser. Et après, il faut qu'il y ait un feu vert aussi de la Haute Autorité de Santé en France. Mais pour l'instant, le vaccin chinois n'a pas déposé de dossier. Et vous savez que depuis hier, il y a le vaccin Sputnik, le Sputnik V, là, le vaccin russe, qui a commencé à être examiné avec ce qu'on appelle la rolling review, l'examen en temps réel des données. Gibus, et lâche ton numéro, Margot. Bah non, je peux pas lâcher mon numéro. Je suis déjà sous l'eau. Quels sont les uns? Comment va évoluer Covid Tracker sur le long terme? Je poserai la question à Alexandre Sand, désolé, je la vois que maintenant. On la posera à Covid Tracker. Covid Tracker, c'est le succès de ce truc. Il y a Météo Covid aussi que je vous invite à consulter parce que c'est hyper joli, il y a plein de couleurs. C'est beaucoup mieux que les sites du gouvernement. RG System, très bonne question. Sur quelle base scientifique le vaccin AstraZeneca a été élargi aux personnes de plus de 65 ans? Il y a plusieurs études et la principale qui a joué, je pense que c'est celle qui a été menée en Écosse, parce que vous savez que là-bas, ils ont commencé plus tôt que nous, ils ont commencé le 8 décembre, je crois, le 8 décembre dernier, et ils ont vacciné à tour de bras vraiment beaucoup de personnes. En Grande-Bretagne aussi, vous savez qu'il y a 20 millions d'habitants qui ont reçu une dose. Et donc, avec cette étude écossaise, donc en vie réelle, ils se sont rendus compte que les données qu'ils obtenaient étaient meilleures que celles qui avaient été transmises par le fabricant. Et qu'ils ont réalisé, je crois, sur 400 000
écossais qui avaient été vaccinés avec du AstraZeneca. En gros, bon, il y avait 5 millions de personnes dans l'étude. Ils ont fait un truc avec tous les vaccins et ils ont vu que le vaccin AstraZeneca réduisait le risque d'hospitalisation, si ma mémoire est bonne, de 95%, 94%, et c'était 85% pour le Pfizer. Donc voilà, et ils voyaient surtout que c'était super efficace chez les personnes les plus âgées, notamment les plus de 80 ans. Et c'est ce qui a conduit, en fait, avant ils disaient pas c'est pas efficace chez les plus de 65 ans, ils disaient on ne sait pas, on n'a pas les données. Et avec cette étude écossaise, qui a été en plus renforcée derrière par une étude anglaise, ils se sont dit, bon bah là maintenant on a les données, en plus c'est des études en vie réelle, c'est encore plus fort, donc go pour les plus de 65 ans. Alors... Mérite, est-ce qu'on a les premiers résultats sur l'intérêt de la stratégie du Royaume-Uni, 30% de vaccinés, mais seulement 1,5% de deuxième dose? Ouais, ça semble baisser chez eux et on a aussi des résultats... En fait, Mérite, il faut bien préciser aussi que là-bas, ils sont aussi allés beaucoup avec du AstraZeneca. Et AstraZeneca, je vous l'ai dit, c'est pas le même schéma que Pfizer et Moderna. C'est 3 mois entre les 2 injections. Donc ils s'en sortent bien, les Anglais, parce que c'est plus efficace. Et ça, le fabricant, il ne le savait pas aussi. Il s'en est rendu compte au fur et à mesure des études qu'il y avait des schémas vaccinaux, en gros des délais entre 2 doses qui étaient plus favorables à l'efficacité. Alors là... Et les autres maladies, on les oublie vite depuis le Covid, on en est où des autres maladies? Zézer 59, et ouais, ça c'est totalement, c'est la vérité. On n'en parle plus du tout. Même moi, avant, je faisais plein de sujets sur d'autres pathologies. Je pense, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais on parle de... Il y a la semaine ou une journée sur l'endométriose, là. Récemment, il y a plein de trucs, il y a énormément de maladies, on en parle beaucoup moins, il y a des cancers aussi, il y a plein de choses terribles. Et surtout, il y a eu un gros problème au printemps dernier, il y a 1 an, c'était que les autres maladies ont été un peu mises sur pause, parce que comme les hôpitaux étaient submergés de Covid, les hôpitaux, les cliniques, tout ça, tous les établissements de santé ont déprogrammé un maximum d'opérations. Et il y a eu 85% d'opérations annulées qui ont été jugées moins urgentes, avec des retards diagnostiques, des retards de traitement énormes. Les gens ont eu peur d'aller voir leur médecin. Alors ça, c'était plus le cas à l'automne dernier. C'était le cas il y a 1 an. Mais depuis l'automne, ça va mieux, ça s'est un peu réduit. C'est ce qu'on appelle le renoncement aux soins. Et ça a inquiété vraiment énormément les médecins. Parce que moi, j'ai des contacts cancérologues qui m'ont dit, vous imaginez pas le truc, j'ai vu des patients revenir au bout de 6 mois avec une tumeur comme ça, alors qu'ils avaient laissé filer le truc, et avec des pertes de chance considérables. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui inquiète les médecins. Nain jaune, quand est-ce que je dois me faire tester si je viens d'apprendre que je suis cas contact? En principe, si vous vivez avec la personne, c'est tout de suite. Et si vous vivez pas avec la personne, il faut attendre 7 jours après le dernier contact à risque. Parce qu'en fait, il y a une période d'incubation, entre le moment où vous chopez la maladie et le moment où vous allez déclarer les symptômes ou la maladie asymptomatique. Et donc ça, vous ne pouvez pas le savoir tout de suite. Il faut attendre. On pourra avoir un live sur la préparation des émissions et tout. Vous êtes nombreux à nous demander ça, pourquoi pas, ouais, avec plaisir. Moi, j'ai prévu aussi de vous présenter François, on va l'appeler. Vous voulez qu'on appelle François? On va l'appeler François. On va appeler François. En fait, jusqu'à il y a 1 an, donc je faisais beaucoup de reportages, pas beaucoup de plateaux, vous avez compris que c'était l'inverse. Et jusqu'à il y a 1 an surtout, je bossais en binôme avec un médecin, et si j'avais j'avais trop de reportages, ce qui m'arrivait souvent que je pouvais pas tourner, je déléguais à une personne qui fait plein de reportages sur plein de sujets. C'est ce qu'on appelle les infos générales. Et donc voilà, et sauf que l'année dernière j'ai eu besoin de renfort parce que moi je travaille pour une chaîne d'infos continue où il y a 20 heures de direct sur 24. Ils veulent qu'on soit en plateau, ils veulent qu'on fasse des reportages, ils veulent qu'on trouve des invités, donc toute seule c'était impossible. Et avec Alain Ducardonnet, avec qui je bosse, que vous voyez peut-être si vous regardez la matinale, il se lève à 4h30 du mat pour faire la matinale. Il est cardiologue, je devrais pas dire son âge, mais il vient d'avoir 70 ans, et le gars il enchaîne toutes les journées ses consultations après derrière. Chapeau. Et donc, on a eu du renfort. On est 4 journalistes maintenant à temps plein. Il y a 2 journalistes qui sont formés ou sur le point de l'être pour nous remplacer si jamais il y en a un qui est absent ou off. Et 2 médecins consultants. Donc, toujours Alain Ducardonnet, que j'adore, avec qui je travaille depuis bientôt 7 ans, et un infectiologue qui s'appelle Christophe Rapp, un ancien médecin militaire, très carré. On va appeler François.
Oh là là, sonnerie dans l'oreille. Ça marche? Pas encore, mais on va te voir. Là, on voit encore Guillaume Rosier de l'ancien Skype. Ah ouais, voilà. Je pense que ça va. Oh là là, tu marches, tu fais un walk and talk dans les couloirs. Ah oui, super. Ah bah tu vas pouvoir montrer, c'est génial. Tu vas pouvoir montrer, on nous demandait tout ça, un peu les coulisses des émissions, etc. Ah bah alors là, l'ascenseur, excellente coulisse. Ouais, en espérant Voilà. que le réseau capte. T'es sur SFR ou pas? Oui. Parce qu'il faut savoir que dans notre bâtiment, les autres réseaux ne fonctionnent pas très bien. Alors, Fange va descendre, parce que nous, en fait, on travaille au 2e étage. Moi, je suis au niveau du web, là. Mon bureau est beaucoup plus par là-bas. Bah, je vous montre ou pas? Ouais, bah, vas-y. Je Fais la montre visite devant moi. guidée. Hop. Ah ouais, on a un badge Badgé, pour rentrer. sécurité. Vas-y, visite guidée. C'est l'allée des studios, là. C'est Hollywood. Voilà, avec La loge les salles de maquillage. maquillage qui sont là. Alors, c'est que pour les présentateurs, hein, faut préciser. Moi, j'y ai plus le droit depuis mars, Voilà. pour des raisons sanitaires. Voilà. Et ensuite, on arrive au studio. C'est beau les lumières, hein, je réalise pas au quotidien, parce qu'on fait toujours la course entre le 2e étage pour descendre au plateau en courant, mais c'est pas mal. Voilà. Et là, on rentre dans la régie. Voilà, la régie, alors là, c'est la tour de contrôle, vous voyez, avec toutes les personnes qui vont lancer les reportages, le bon habillage au bon moment. Ce que vous voyez en bas de l'écran, ça se joue au 2e étage, mais en revanche, tout ce qui est bandeau, où il y a les titres, tout ça, c'est la régie qui s'en occupe. Vous avez le bruit un peu ambiant? Et voilà. Et maintenant, bah là, je vais rentrer au plateau, là. Je vais pas faire de bruit. On est dans le même bâtiment que RMC Sport, ouais, Farid de la Morlette. Je passe par derrière pour pas passer devant les présentateurs. Ouais. En plus, on est gonflé quand même parce qu'on est en train de parler alors qu'il y a un direct. Et voilà. Super, c'est génial. Et voilà. Merci, vous voyez? Ouais, je te vois. Moi, je vous laisse. Hein. Ouais, à toutes. Merci pour cette visite. C'était cool. À toutes. Bon, bah voilà. On voulait lui parler, mais on a eu mieux. On a eu les coulisses. On me demandait tout à l'heure, est-ce que je joue aux jeux vidéo? Non, j'ai pas le temps, mais mon mari joue aux jeux vidéo. Pour jouer à Fortnite, bah, j'aimerais bien qu'on me montre, ouais. Je connais pas, mais j'aimerais bien savoir ce que c'est. En plus, j'ai 2 garçons, donc ça se trouve, ça va m'arriver bientôt. Peut-on avoir des Sky Kiraz, des précisions sur la réouverture des salles de sport? Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Bah ouais, on n'a clairement pas de perspective pour l'instant, ni pour les salles de sport, ni pour les restos et tout. Je vous expliquais la dernière fois pourquoi les salles de sport, ça pose problème, parce que on se crache un peu dessus, hein, on respire fort, on excrète beaucoup de virus. Il y a toute la question de la projection de gouttelettes et aussi des aérosols. C'est toutes les microparticules que l'on produit quand on parle, hein, quand on tousse, quand on éternue, mais aussi simplement quand on respire. Et ces micro-gouttelettes, elles ont la particularité d'être tellement petites, tellement légères qu'elles peuvent se diffuser dans toute une pièce. C'est l'intérêt de l'aération. Ça fait combien de temps que tu es chez BFM, Zalcher? Ça fait 10 ans et demi. On compte les et demi ou pas? Ça fait, enfin même plus, ça fait... j'avais fait un stage en 2009 au service culture, entre mes 2 années d'école de journalisme, parce qu'avant j'avais fait 5 ans de droit. Et entre les 2 années, j'avais fait un stage, j'avais adoré l'ambiance. Je suis allée voir aussi comment ça se passait dans les autres chaînes d'infos en continu. À l'époque, j'avais un peu moins aimé. Et donc après, j'ai fait des pieds et des mains. J'ai appelé quasiment tous les jours le secrétaire général pour avoir des dates de test pour entrer en pige. En journalisme, on fonctionne beaucoup en pige. Ça veut dire que vous êtes en gros embauché pour une journée avec un contrat d'une journée. Donc en sortie d'école, j'avais fait ça. J'avais fait un petit passage assez court, un contrat d'été
chez TF1 et après j'ai recontacté BFM parce que j'en avais gardé un super souvenir. Enfin, c'était délirant pour une stagiaire. Il m'avait envoyé premier jour sur le terrain, je vous parle de ça, c'était en 2009, c'est quand même un petit moment. Mais c'est toujours comme ça, en fait. On a des contrats pro qui disent qu'ils sont hallucinés par le fait qu'on leur confie des tournages complets assez rapidement. Et ça c'était chouette. Et donc l'année d'après, j'ai commencé en pige. C'est-à-dire que j'étais à la journée. Au début, on me proposait que le soir, le week-end, en soirée. Je faisais des 16-23, des 16h, 23h au desk. Ça veut dire que je montais des images que je n'avais pas tournées, mais que soit des journalistes, reporters d'images, des caméramans avaient tourné, soit des agences nous envoyaient. Et j'écrivais le commentaire, je faisais le montage et j'enregistrais ma voix dessus. Donc c'était ce que vous entendez en fait pour les journaux télévisés, les sujets que vous entendez. Et en 2009, Superflamme TV nous dit les studios étaient principalement des fonds verts. Ouais, et pas qu'en 2009, parce qu'on a déménagé il y a 1 an et demi. Et c'est vrai qu'avant, nos derniers locaux, ils étaient chouettes, mais ils étaient un peu petits et un peu ringards. Et donc, je vous racontais le truc. Ouais, donc en pige. Et après, j'osais rien refuser. Donc, je faisais tous les week-ends en soirée. Et puis après, ils m'ont demandé quelques jours en semaine. Et puis, j'ai eu la chance parce que l'année où j'ai commencé à bosser, il y avait une actualité de dingue. Actualité par ailleurs terrible au niveau international. Il y a eu Fukushima au Japon. Il y a eu le printemps arabe. Et après, au mois de mai, il y a eu l'affaire DSK. Donc, je me rappelle de cet appel à 2h du matin où on m'a demandé si je pouvais venir bosser un samedi soir. Et donc, au final, je bossais quasiment à la fin de cette période 20 jours ou plus de 20 jours par mois. Et j'ai eu la chance de pouvoir avoir un remplacement de congé maternité à partir de septembre. Et après, j'ai été embauchée. Voilà. Et donc, j'ai fait plein de trucs différents. J'ai fait du reportage. J'ai même présenté le journal le soir. C'était l'année de 2013-2014. Et depuis 2014, j'ai choisi de me spécialiser dans la santé. J'adore ces sujets. Et je suis toujours au taquet. Je m'étais dit que je ferais 4 ou 5 ans d'info continue. Et ça fait quasiment 11 ans. Et je découvre Twitch où tu regardais avant. C'est Arnaud Photoplongée. Qui a eu l'idée de lancer un stream chez BFM. J'ai découvert avec Samuel Etienne, comme beaucoup de gens complètement novices, et qui a eu l'idée de lancer un stream chez BFM. C'est Marc-Olivier Fogiel, le directeur général, qui m'en a parlé. Et je trouvais que ma matière s'y prêtait bien. Et j'avais déjà fait des Facebook Live en fait il y a 1 an. Moi je suis pas très Facebook, donc voilà, mais je trouve ça hyper chouette et j'aime beaucoup ce que fait mon confrère Samuel Etienne. Est-ce que vous laisserez la VOD pour les prochains lives pour ceux qui loupent les émissions? Ouais, avec plaisir, on laissera le replay. Ça c'est cool. Et les gars, il est 13h37. Je devais aller tourner à 13h30 une chronique avec Alain Ducardonnet. J'ai choisi, ça passera dimanche à l'antenne. Elle est prête, elle est écrite, mais il faut quand même que j'aille l'enregistrer. J'ai choisi de parler du cannabis thérapeutique. Vous en avez peut-être entendu parler, mais ils ont lancé l'expérimentation pour recruter des patients. Alors, c'est pas du cannabis qu'on fume, c'est des trucs vraiment très encadrés. Il y a soit des huiles, des gélules ou des fleurs séchées à inhaler. Et ils vont inclure en gros 3000 patients pendant 2 ans. C'est pour les patients qui sont vraiment terriblement malades, qui souffrent atrocement et qui ne peuvent pas être soulagés par d'autres médicaments. Et c'est déjà autorisé dans une 30aine de pays, dont une 20aine en Europe. Donc on sera peut-être les suites. Beaucoup de questions aussi sur le nouvel album de Booba. Booba, que j'ai pas eu le temps d'écouter. Je suis pas au taquet, mais je m'engage à écouter pour la prochaine fois, si vous voulez. Ma belle-sœur le connaît, Booba. Ça, c'est la classe. Elle est architecte, elle a fait sa maison. Voilà pour la petite info de la fin. Merci à tous. J'espère que vous avez trouvé les bonnes réponses. Et on se retrouve bientôt, j'espère. Et bon week-end. Moi, j'ai besoin de souffler là. À bientôt.